Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Microclimat, le podcast de La Message, l'association des anciens étudiants de l'ESSAGE. Ce podcast inaugure un nouveau format de notre newsletter, désormais enrichi de discussions audio pour mieux faire entendre la voix du paysage. L'idée, c'est de créer un espace d'échange entre anciens et actuels étudiants, enseignants et professionnels. Nous prévoyons une parution trimestrielle, avec à chaque épisode un focus sur l'évolution de notre métier et de notre école. La Message est en pleine transformation, portée par une nouvelle équipe dynamique, Victor Chanudet à la présidence, Marie Massé, moi-même au secrétariat et Mathias Blopeffer à la trésorerie. De nombreux projets sont en cours et pour les mener à bien, nous avons besoin de toutes les énergies motivées. Si vous souhaitez contribuer, partager vos idées ou simplement en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à amisdelessage@gmail.com, AMISDELESAJ. Toute aide est la bienvenue. Pour ce premier épisode, nous allons parler de l'ESSAGE, de son évolution et de sa pédagogie avec Sacha, fondateur d'Acme Paysage et aujourd'hui également directeur de l'école. Donc Sacha, déjà merci d'être avec nous. Merci beaucoup Marie. Et merci pour l'engagement des anciens, pour l'école, pour faire vivre aussi tout le réseau des anciens messages. Et merci donc à Victor aussi, à Mathias. Merci beaucoup. Donc pour commencer, on va parler un tout petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a conduit vers le paysage, déjà pour commencer? Alors vers le paysage, je sais pas. Ce qui m'a conduit en tout cas vers l'attrait du vivant, c'est j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était ce qu'on peut appeler une glaneuse. Alors je sais pas si ça vous parle, mais on va dire qu'à chaque période de l'année, à chaque moment chaque différente saison, il y avait toujours quelque chose à aller glaner. Ça pouvait être des pignons de pin, ça pouvait être des pissenlits, ça pouvait être de la mâche, ça pouvait être toutes ces plantes domestiques et sauvages qu'on peut manger. Donc ça, j'ai eu cette chance de baigner là-dedans, les champignons, etc. Donc elle m'a appris, sans que je m'en rende compte, depuis tout petit, l'entièreté des noms des plantes qu'on pouvait trouver autour de nous. Donc ça, c'était le premier lien. Et après, par hasard, un jour, je suis tombé sur je crois que c'était à l'époque l'ONICEP, un ouvrage qui parlait du métier de paysagiste, qui s'appelait pas paysagiste concepteur, mais donc de métier de paysagiste, et ça m'a tout de suite beaucoup intéressé. Le hasard m'a encore amené à découvrir les sages, et finalement, après un parcours scolaire assez chaotique, je me suis retrouvé en première année de l'école, et ça a été une sorte de révélation pour moi. D'un coup, je prenais plaisir à faire ce que je faisais. Et est-ce qu'avec le recul, c'est quoi qui te marque le plus dans ton évolution depuis tes débuts? Il y a beaucoup de choses. Je pense j'ai beaucoup appris sur les questions de méthodologie de travail. C'était quelque chose où j'étais pas un grand amateur de ce sujet quand j'étais étudiant. J'avais du mal à m'organiser. J'aimais bien faire tout au dernier moment. Donc ça, je retrouve ça chez beaucoup d'étudiants maintenant. Et je me permets de dire que c'est pas bien parce que je l'ai fait. Mais ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Après, j'ai aussi beaucoup appris sur les questions de communication parce qu'on se rend compte que de plus en plus, peut-être malheureusement, notre métier devient un métier de communication, comme les architectes le sont aussi. Concernant Acme, donc tu as fondé Acme Paysage il y a 3 ans. Donc ton agence s'est fait une place plutôt rapidement dans le monde du paysage. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise? Alors, donc, moi, je l'ai cofondé avec Hugo Deloncle, qui est aussi un ancien camarade de promotion de l'ESSAGE. Il y a une troisième personne qui est venue nous rejoindre aussi en associé, c'est Eleonora Schiavi. Et après, c'est pour donner un peu le contexte. Et on collabore maintenant très souvent avec Jeanne Tatin, Justine Pavot et Emma Dumitrou, qui sont des personnes assez géniales avec qui on a la chance de travailler. Et en fait, l'idée, ce qui nous a poussé à monter avec mes paysages, c'est un petit peu je veux le dire gentiment, mais le ras-le-bol d'être dans des agences où il y avait à chaque fois qu'une seule tête, qu'une seule vision, qu'une seule philosophie qui était imposée un peu de force parfois auprès des équipes. Là, l'idée, c'est pas de revivre et de refaire la même chose, c'est plutôt d'avoir plusieurs têtes, un espèce d'hydre du paysage, et de se dire que qu'il n'y a pas des conditions différentes pour chacune et chacun. C'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Sur la rémunération, sur la pratique, il n'y a pas de personnes qui vont être largement au-dessus, que tout le monde va écouter, et les autres qui n'auront pas voix au chapitre. Voilà. On essaie d'être le plus horizontal possible. C'est un peu la volonté. Donc, c'était ce besoin-là qui a motivé à créer l'atelier. Et est-ce que tu as eu des grands défis à la création d'Acme et encore maintenant?
Oui, alors le 1er grand défi, c'est de trouver, des clients privés ou publics qui nous font confiance, quand on est une jeune agence. Alors ça, c'est toujours très, très compliqué. J'avais la chance d'avoir quand même un parcours qui m'avait permis d'avoir des clients réguliers avec qui je travaillais auparavant dans d'autres structures, mais qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis. Heu, donc ça, on a eu de tout, hein. Ça peut être de la promotion, de l'aménagement et du marché public aussi. Voilà, et c'était à chaque fois, c'est une épreuve parce que, vu qu'on n'a pas de référence, apparemment, on n'est pas capable, de concevoir. Sauf qu'on a généralement quand même eu un parcours en agence, mais malheureusement, il y a certaines agences qui refusent de donner l'autorisation d'accès aux références à leurs anciens salariés. Voilà. Aujourd'hui, en plus de ton activité, professionnelle, tu es aussi à la tête de l'ESSAGE et comment tu en es arrivé à reprendre, en main l'ESSAGE? Alors ça, je suis très content de cette question parce que j'ai pas souvent l'occasion de le dire et parce que c'est une histoire un petit peu «longue» entre guillemets. En fait, on est en tant qu'ancien étudiant de l'ESSAGE, moi je suis sorti je crois en 2013 de mémoire. En fait, on a eu vent de grandes difficultés de l'école en 2017-2018 où ça commençait à être très compliqué. Donc avec d'autres camarades de promotion avec qui on est toujours restés très, très soudés. C'est pour ça que les anciens de l'ESSAGE, c'est très important. On s'est réunis, on s'est posé la question si, ça valait le coup qu'on essaye d'apporter notre énergie à ce projet-là. Alors, on n'était pas nombreux, hein, pour être très franc. Au début, il y avait que notre promotion. On n'a pas réussi à rallier d'autres promotions autour. Mais en tout cas, on s'est réunis en 2018, un soir autour d'un verre en disant: «Tiens, c'est quand même très dommage, on est diplômés de cette école, elle nous a apporté beaucoup cette école. On a un diplôme qui a quand même une certaine valeur dans le monde professionnel, qui est reconnu. C'est dommage de se dire qu'il y a potentiellement une école qui pourrait disparaître, surtout à l'heure des questions de transition écologique, d'érosion de la biodiversité». C'était quand même un peu surréaliste. Donc de fil en aiguille, on s'est réunis en collectif et il y a eu des personnes aussi un peu extrêmement importantes comme Hugo Deloncle toujours, qui a été là, qui a travaillé sur la pédagogie avec Gilles Clément et Marc Laramount et moi-même. Donc il y a aussi Gilles Clément qui est venu dans ce projet-là un peu fou au début parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de travail à remettre en place et qui a apporté sa bienveillance et sa vision à l'école. Marc Laramount qui nous a rejoint par la suite, ancien directeur de Blois, et une entreprise d'espace vert, Mugo, qui a apporté à l'époque de l'argent pour éponger les dettes de l'école. Un groupe qui s'appelle le groupe SOS qui nous a permis d'avoir des facilités d'emprunt bancaire, etc., pour relancer tout le processus de l'école. Donc avec une nouvelle pédagogie orientée avec la préséance du vivant, le précepte de Gilles, et de se dire que n'importe quel, et au-delà de l'architecture du paysage, en fait, n'importe qui devrait s'intéresser avant au vivant, avant d'intervenir dans quelconque projet, de l'immobilier ou quoi que ce soit. Surtout de l'immobilier peut-être. Et voilà, donc tout ça s'est lancé. On a eu des enseignants de grande qualité qui sont venus, qui ont rejoint le projet, alors qu'à l'époque, Victor, tu en as le souvenir, il y avait 25 étudiants, donc c'était assez confidentiel. Et l'école s'est très bien relancée. Elle s'est très bien relancée aussi grâce aux étudiants parce que c'est eux qui fournissent le travail, qui montrent à quel point le niveau de l'école est de nos jours excellent. Comme vous avez pu le montrer durant votre diplôme l'année dernière. Et sur les années futures, on est aussi très content de cette année et les années futures sont encore très bonnes. Et comment tu vois la place, de l'ESSAGE, dans sa formation et dans le paysage des écoles, aujourd'hui? Alors l'ESSAGE a toujours eu et aura toujours une place assez atypique. C'est qu'historiquement, c'est une école donc qui a été créée en 1966. C'est une des plus vieilles écoles de paysage. Même si historiquement, effectivement, le département paysage de l'école d'horticulture de Versailles est le plus ancien. Il y a ce positionnement particulier de l'école qui a démarré 3 ans, d'abord 2 ans, je crois d'ailleurs, puis 3 ans, puis 4 ans, puis maintenant 5 ans de formation. Avec cet aspect un peu de former des professionnels qui sont techniques et qui savent travailler directement en agence. Ça a longtemps été vu et toisé un peu de haut de la part des autres écoles, surtout de l'école, l'autre école historique. Mais on se rend compte que c'était quand même une grande plus-value. Donc ce qu'on a voulu faire dans le nouveau projet de l'école, c'était garder cet ADN, de dire qu'on est
La technique, on est toujours bon dedans, mais on est surtout très bon dans les sciences du vivant. C'est notre spécialité, ça doit être notre spécificité. Ce que je dis souvent, c'est si un chef cuisinier était incapable de choisir des bons produits, des bonnes matières premières, je pense qu'il n'arriverait pas à sortir des grands plats, même si c'est quelqu'un d'excellent ou des choses comme ça. C'est la même chose pour nous paysagistes. Si on ne connaît pas nos matières premières qui sont vivantes en plus, la plupart du temps, on est incapable de faire un bon projet, on est incapable de penser sur le temps long une bonne gestion, des choses comme ça. Donc ça, c'était très important. Et donc cet ADN de l'école, elle est toujours là. Les autres écoles supérieures de paysage sont des écoles publiques. Et enfin, il y a un dernier point qui nous différencie, c'est qu'on est, on va dire alors certes qu'on est une école associative payante, ça c'est le premier point, mais une école aussi qui permet de laisser la chance à des profils qui n'ont pas forcément le parcours académique le plus excellent avec les meilleurs dossiers. J'en faisais moi-même largement partie. À l'entretien, on fait un entretien de motivation, on va pas aller chercher savoir s'il y avait eu un 18 de moyenne générale au bac. C'est pas des éléments qui nous intéressent. On va regarder évidemment s'il y a des sciences naturelles, s'il y a de l'art plastique, des choses comme ça, c'est intéressant. Mais on laisse surtout la chance à l'étudiant de se révéler en première année. Et preuve en est, chaque année, on a des profils qui sont de base assez catastrophiques et qui, je pense, auraient été refusés dans le supérieur public, qui est sur concours la plupart du temps et sur dossier, qui se révèlent. On a tout le temps des très beaux parcours qui se mettent en place. Et généralement, ce sont ces personnes qui ont le plus de motivation et qui vont le plus loin derrière. On va continuer à parler de l'ESSAGE. Donc j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour en savoir un peu plus sur l'école, pour ceux qui la connaissent pas encore notamment, ou qui en entendent parler pour la première fois. Est-ce que tu pourrais nous la présenter brièvement? Oui, alors on est une école qui se fait en 3+2, donc il y a 3 premières années de bachelor et après un niveau master en 2 ans. C'est un diplôme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est reconnu par la profession. C'est avant tout une école qui est à taille humaine. Donc on est une centaine, vous êtes une centaine d'étudiants et en tant qu'intervenant direction, on doit être à peu près une soixantaine. Alors ça paraît beaucoup, mais il y a parfois des interventions qui sont très courtes, d'autres qui sont un peu plus longues. La particularité, c'est que l'ensemble de l'école, donc administration, direction et les enseignants sont constitués de professionnels. Ça, c'est la grande différence qu'on peut avoir aussi avec d'autres écoles de paysage. Moi-même, après Marc Laramount, évidemment, qui a eu son activité aussi pendant très longtemps, et l'ensemble des enseignants. On peut avoir des écologues qui font de l'écologie justement de projet. On peut avoir des hydrologues, pareil, qui vont sur le projet, des pédologues, des botanistes, c'est très, très, très large, et évidemment des paysagistes, des architectes et des urbanistes. Donc ce sont plein de praticiens qui se réunissent, c'est une grande diversité, c'est l'atout de l'école, et qui sont là pour accompagner les étudiants. Et le fait qu'il y ait des promotions qui soient pas énormes, on est normalement entre 15 et 25, hormis une exception sur une année, mais entre 15 et 25, ça permet d'éviter le formatage qui peut parfois avoir très souvent lieu dans les écoles supérieures. Donc là, vraiment, on suit le parcours de chacune et de chacun et on essaie de développer les qualités qui sont présentes en chacun de nous. Voilà. Et si tu devais décrire un peu l'ambiance au quotidien, qu'est-ce que tu en dirais? Bon, c'est une espèce de parfois, c'est assez drôle. J'ai l'impression que de temps en temps, c'est une espèce de grande colocation où tout le monde se retrouve dans un lieu et tout le monde échange, tout le monde parle, tout le monde s'entraide. C'est assez drôle. C'est aussi vraiment une ambiance d'atelier, comme on peut l'entendre au sens des beaux-arts ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des encadrants qui sont là, qui passent parfois beaucoup, beaucoup de temps, qui vous accompagnent, qui viennent vous voir en dehors des heures de cours. Donc il y a vraiment cette logique d'atelier qui est précieuse et qui se perd malheureusement parfois. Pas dans notre école, mais dans d'autres écoles. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est aussi un lieu qui est ouvert quand même très souvent. C'est-à-dire on essaie de garder au maximum les locaux de l'école le plus possible ouverts pour que chacun et chacun puisse venir travailler. On a conscience quand on fait du paysage, il y a forcément des grands formats, il y a forcément des grands calques et ça peut pas être, on peut pas le faire chez soi quand en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément 100 mètres carrés ou même 10 mètres carrés, c'est déjà génial. Voilà. Donc c'est important d'avoir cette possibilité-là.
et surtout de privilégier le travail en équipe, où votre promotion, vous l'avez bien connu, le fait de travailler quand même tous ensemble, ça change beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans le monde professionnel derrière. On a déjà, bien présenté, les sages. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont évolué au fil du temps ou est-ce des choses qui sont restées immuables aussi, depuis que tu as repris, l'école? Alors il y a beaucoup de choses ont évolué. Il y avait, même les locaux ont évolué. On était dans le 20e arrondissement, là maintenant on est au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle Césure dans le 5e arrondissement. On sera demain, dans un lieu qui s'appelle La Rochefoucauld, qui est un lieu exceptionnel dans le 14e. Je te laisse ne pas trop développer, D'accord. on y arrivera un peu plus tard. OK, très bien. Et après sur la maquette pédagogique, tout a changé pour être très franc. Avant c'était une école qui avait pris une orientation, celle que j'ai faite, hein. La pédagogie que j'ai faite, quand j'étais étudiant, c'était une école qui a pris l'orientation, on va dire, une orientation très architecturale. On peut le retrouver dans certaines écoles aussi, architecture, paysage. C'est quelque chose qui est très intéressant, mais pour moi, je trouvais que c'était pas franchement dans heu, dans dans la pratique que demain on devait développer en tant que paysagiste. Gilles Clément était plutôt d'accord parce que ça fait bien longtemps qu'il en parle, donc j'ai rien inventé, mais c'était vraiment suivre sa philosophie. Et voilà, donc tout ça, ça a changé. Maintenant, qu'est-ce qui est changé, qu'est-ce qui est resté immuable? Bah, c'est le format de l'école, le fait qu'on soit peu nombreux, qu'on soit une petite école, une espèce d'école un peu familiale, qu'on laisse la chance à différents profils, qu'il y ait pas de formatage, et certains enseignants que j'ai retrouvés avec grand plaisir, que j'ai eu moi en tant qu'étudiant, qui sont de nouveau qui étaient toujours à l'école. Ça, c'est un grand plaisir parce qu'ils ont été, fondateurs pour moi et je pense qu'ils sont fondateurs pour plein d'autres, étudiants. Donc, en particulier Guillaume Quimper pour ne pas le citer, Fabio Piccioli pour pas le citer. Hem, on va parler un peu d'avenir maintenant. Alors, hors cette grande nouvelle sur laquelle on va arriver dans quelques minutes, quels sont les grands autres est-ce qu'il y a d'autres projets, pour les sages, dans un avenir, proche ou plus lointain éventuellement? Oui, alors ça, ouais, il y en a beaucoup qui sont un peu partout. On n'en parle pas tout le temps parce qu'il y en a certains qui n'aboutissent pas. Mais ça fait partie du quotidien et ça là-dessus, Françoise Lanoir-Châtelet, la directrice adjointe et heureusement qu'elle est là pour, heu, pour m'accompagner sur ces sujets, pour essayer de trouver des solutions. Donc le prochain gros projet qu'on a réussi à avoir, c'est avec la Caisse des dépôts et des consignations, donc l'État. C'est la région Île-de-France, qui vont nous cofinancer à hauteur de 50 une nouvelle formation qu'on va mettre à disposition des étudiants à l'ESSAGE et plus particulièrement des jeunes 5e année, donc les anciens 4e qui rentrent en 5e année. Avant même de faire cette 5e année, il y aura cette, formation qui sera une formation continue, qui sera ouverte aussi à des architectes, à des urbanistes, à des aménageurs, enfin au plus grand monde. L'idée, c'est que ça soit quelque chose d'accessible à toutes et à tous. Et le sujet de la formation, c'est pas un sujet évident, parce que ça va être la question de modélisation 3D, de data, donc avec le LIM, qui est l'équivalent du BIM pour les paysagistes, et aussi autre chose qui s'appelle l'intelligence artificielle, dont on entend partout parler, qui commence à inonder et à saturer même l'espace médiatique. Mais on voit de plus en plus que ça devient un outil qui est utilisé par nos étudiantes et nos étudiants. C'est un outil aussi qu'on utilise nous parfois dans le monde professionnel. Donc il y a des grosses questions d'éthique, il y a des questions de droit d'auteur, il y a des questions d'impact carbone de cet outil-là, mais c'est une pratique qui est déjà répandue. Donc plutôt que de fermer les yeux ou de l'interdire, l'école a décidé de créer une formation et un laboratoire de recherche sur ces thématiques-là, de l'intelligence artificielle appliquée à des métiers créatifs et aussi à des questions de biodiversité, même si c'est parfois un peu contradictoire. Et là-dessus, on a la chance donc d'avoir Jean Lamort, qui est un ingénieur polytechnicien, architecte, urbaniste, qui nous accompagne sur ce sujet, chez qui je crois que tu vas faire ton stage. C'est ça. Voilà. Et ça, on porte pour l'instant le laboratoire de recherche en binôme et on essaie de trouver justement des écoles partenaires qui pourraient qui pourraient accueillir ce laboratoire de recherche, outre que les sages, pour essayer de faire un pôle autour de ça. Donc on vient à cette, grande nouvelle, pour l'école qui va faire a priori un gros changement aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire, quelques mots du coup?
Oui, alors pour l'instant, il y a rien de, enfin, c'est acté le fait que le groupement dans lequel était l'école a gagné. Alors ce lieu-là, c'est l'ancien hôpital de La Rochefoucauld, qui est dans le 14e arrondissement de Paris. L'adresse exacte, je ne m'en souviens plus, mais c'est un hôpital gériatrique euh, qui était qui est un foncier qui appartenait à la PHP, les Hôpitaux de Paris. Il y a eu tout un appel à un concours qui a été lancé. On a été dans le bon groupement, donc ça on en est très content. Et il y avait sur ce lieu, donc c'est un lieu un petit peu comme un ancien espèce de château dans Paris avec beaucoup d'espace extérieur. Et c'est vrai que d'avoir une école de paysage dans ces locaux-là avec les espaces extérieurs, ça faisait sens un peu pour tout le monde. Donc là-dessus, c'était une sorte d'évidence. Ça a été une évidence aussi pour les membres du jury. Donc on a pu monter tout ce projet-là. Ce projet, il va pas être immédiat. Ça sera pas pour demain parce qu'il va y avoir une phase d'occupation transitoire du lieu, et puis il y aura une réhabilitation, puis il y aura une occupation pérenne de la part de l'école aussi. L'école va participer à la phase d'occupation transitoire. Évidemment, l'occupation pérenne, là, ça sera les locaux à 100% de l'école. Mais durant la phase d'occupation transitoire, on va s'orienter plutôt, pour le moment, vers une sorte de dualité. Il y aura toujours les locaux un petit peu à césure. Il y aura aussi ce terrain d'expérimentation, les extérieurs là-bas et des locaux. Il va falloir qu'on invente un petit peu, en avançant tous ensemble, comment on va pouvoir exploiter ces deux lieux-là. Et il y avait aussi une grande volonté et quelque chose qui sera un peu incroyable pour l'école, c'est d'utiliser des locaux là-bas dès quasiment le mois de mai, juin, pour faire des expositions, des travaux étudiants, des travaux enseignants, de la pédagogie de l'école. Donc avoir un lieu un petit peu, ce qu'on a appelé le laboratoire de la biodiversité urbaine en toute humilité, mais voilà, c'est montrer ce que la pratique du paysage. J'espère qu'on aura d'autres écoles aussi qui seront partants pour exploiter ce lieu-là, la Fédération française du paysage, etc. En faire un lieu de vie et aussi de communication pour les métiers du paysage qui sont l'avenir et malheureusement qui sont pas assez connus. Et est-ce que tu sais comment ça a été, accueilli par, les étudiants et les enseignants, cette grande nouvelle? Alors surtout on l'a communiqué de façon non concertée, c'est-à-dire qu'il y a eu on a eu les journées de diplôme et on a eu la chance d'avoir donc Alexandre Bouffanti qui fait partie du groupe Giboire qui portait ce groupement-là. Et ça, je remercie le groupe Giboire, je remercie François Giboire aussi qui a cru en ce groupement et avec ses différents acteurs, donc qui était présent à la dernière journée de jury de l'école de soutenance et qui m'a proposé en toute fin de projeter pardon la vidéo qui avait été faite pour le rendu final du concours et qui avait permis de gagner justement ce concours-là. Donc on a réuni tous les étudiants dans l'amphithéâtre, enfin tous les étudiants, non, les étudiants qui étaient présents, en grande partie, il y en avait certains malheureusement qui n'avaient pas pu être là. On ne leur a rien dit, on a juste présenté la vidéo et c'est vrai que d'un coup, sur cette espèce de petit château, il y a le nom SH qui apparaît, donc il y a eu des grands oh, ça a fait plaisir d'entendre ça, c'était plutôt très agréable et ça a directement mis une sorte de perspective dans la tête de tout le monde avec plein de projets en tête et qu'on espère développer ensemble voilà, pour la suite. Ouais, de beaux projets pour l'avenir en tout cas. Maintenant qu'on a plutôt très bien présenté, les sages, on va s'intéresser un petit peu à sa pédagogie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se déroule concrètement le cursus? Donc on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Alors déjà, peut-être le premier point, c'est-à-dire on demande pas de prérequis à l'entrée à l'école. On demande de la motivation, beaucoup, beaucoup de motivation. On demande pas de savoir dessiner, ni de connaître par cœur les plantes. Ça, c'est un peu notre job entre guillemets après, parce que sinon il y aurait plus grand-chose à faire si vous saviez parfaitement dessiner et vous connaissiez toutes les plantes. Il y aurait certes la spatialisation, mais bon, ça serait plutôt simple. Donc on va dire sur le cycle bachelor, il y a les 2 premières années qui sont vraiment orientées vers le dessin, l'art plastique, les arts plastiques, pardon, sur la connaissance des milieux, la botanique et toutes les sciences vivantes plus largement. C'est un moment de découverte de toutes ces sciences-là. L'entomologie aussi que je trouve assez exceptionnelle et qu'on met fortement à l'école. Et après, on a aussi ce qu'on va appeler les ateliers. Donc la particularité de l'école, et j'en parlerai tout à l'heure, c'est que les ateliers, précisément, mais c'est que les ateliers sont à chaque fois en binôme entre un concepteur, paysagiste, architecte ou urbaniste et un expert du vivant. Ça, c'est important pour nous.
Donc ça, on a les 2 premières années. Ensuite, on a la 3e année qui est une année entre guillemets, plus professionnalisante, on va dire, parce qu'il y a aussi un diplôme à la clé. Là, très souvent, il y a un partenariat avec le projet de bachelor en fin d'année qui se fait avec une collectivité, comme ça a pu être le cas, par exemple, avec la ville de Volvic, où ça a été très important. Maintenant, c'est fait avec, l'université de Bucarest et la Roumanie plus largement. Donc, on a eu deux sessions, 2 voyages, 2 workshops qui ont eu lieu, en Roumanie, dont un qui vient de se terminer. Ils viennent tout juste de rentrer, où ils ont été sur le delta du Danube. Ça avait l'air assez extraordinaire comme projet, comme workshop. Maintenant, ils vont le continuer et le présenter fin juin, ce projet-là. Donc ça, c'est une année plus professionnalisante. Et après, on passe directement au cycle master, où là, c'est 2 années qui vont beaucoup tourner autour de la question du travail personnel de fin d'études, avec le mémoire en 4e année et le projet en 5e année, qui se conclut par un stage long de fin d'études pour mettre directement le pied dans le monde du travail. Donc voilà pour l'articulation pédagogique. Et juste pour revenir sur les ateliers, ça c'est quelque chose qui fait partie de l'originalité et la singularité de l'école, c'est de dire que le paysagiste, l'architecte ou l'urbaniste ne sont jamais seuls sur un projet dans le monde professionnel, ça n'existe pas. Ils sont toujours accompagnés d'experts. Nous, en l'occurrence, sur les questions du paysage, de la renaturation et de la biodiversité, forcément, ce sont des experts du vivant. Donc, comme j'en ai parlé, on a des ateliers croisés avec des experts du sol, experts des insectes, qui sont quand même des bioindicateurs extraordinaires, de l'eau, donc des hydrologues, des écologues plus largement, des botanistes. Voilà, c'est toute la singularité de l'école. Et peut-être le projet, c'est vrai, l'atelier le plus emblématique, c'est l'atelier avec Fabien David, qui est un paysagiste, et aussi Johanna Villeneuve-Chassenet, qui est une entomologue, où là, vraiment, ils vont travailler sur comment intégrer la question des insectes au sein des aménagements. Ça montre une des facettes, une des qualités, on va dire, du paysagiste et sage en sortant d'école. Est-ce que, pour, reprendre un petit peu depuis le tout début, tu trouves qu'il y a des clichés pour les, nouveaux étudiants qui voudraient rentrer à l'ESSAGE? Est-ce que tu trouves que ces clichés, ils s'atténuent au fil du temps ou est-ce que, des fois, finalement, ils se confirment un petit peu? Voilà, le premier des Mmh. clichés, c'est on est quand même sur un domaine, le paysage, un secteur d'activité, le paysage, qui est très large, qui est une chaîne de valeur extraordinaire, de la pépinière, en passant par l'entreprise d'entretien et de travaux, jusqu'au concepteur, jusqu'à voilà, c'est beaucoup d'acteurs. Il y a une grande difficulté des étudiants à savoir, l'école, par exemple les sages, en prépare à quel métier derrière. Donc il y a ça, c'est la première question. Et très souvent le cliché, c'est de se dire que on va venir faire le dessin et que derrière, c'est nous-mêmes qui allons réaliser le projet, qu'on va l'entretenir aussi derrière. Ça peut être une réalité, mais c'est pas du tout une généralité pour les étudiants d'école. Donc ça, il y a une grande diversité de métiers. Ça peut être effectivement une petite entreprise qui va faire du jardin particulier, ou une grosse entreprise qui va faire du jardin particulier. Ça peut être on a des étudiants qui partent aussi côté conducteur de travaux en entreprise de paysage. C'est rare, mais ça arrive. Et après, la majeure partie vont plutôt rejoindre les rangs de la conception et donc de la maîtrise d'œuvre, et aussi du portage de projet et de la maîtrise d'ouvrage dans des collectivités, mairies, départements, régions, CAUE, etc. Pour toi, le profil, idéal d'un élève, qu'est-ce que serait l'élève idéal en 1re année? Ou peut-être éventuellement des élèves qui intègrent en cours de cursus, ça arrive aussi assez Oui. souvent? Alors en première année, justement, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de profil idéal. C'est un peu tant qu'il y a de la motivation, des parcours différents. Il y en a qui ont fait école de commerce, qui sont réorientés, qui arrivent en première année. C'est très bien. La diversité est très, très, très importante. C'est même ce qui est primordial. C'est ça. On l'apprend dans nos métiers avec la biodiversité, c'est la même chose. Dans tout, il devrait y avoir de la biodiversité partout. Et après, on a la chance, et c'est toujours une grande chance, d'avoir des entrées effectivement en cours de cursus. Merci de m'en parler, parce que j'ai un peu oublié. En 2e année, en 3e année, en 4e année. Et ça donne à chaque fois non seulement ça régénère entre guillemets les promotions qui sont là depuis la première année. Je pense que ça apporte une nouvelle vision à la classe. Donc ça peut être des profils qui viennent de BTS avec plutôt un aspect technique et qui vont découvrir la conception. Donc ça, c'est toujours un changement de paradigme quand même pour l'étudiante ou l'étudiant qui arrive dans ces années-là.
On peut avoir aussi des personnes qui viennent architecture d'intérieur, du monde de l'aménagement. Ça aussi, c'est toujours très particulier et curieux. On a aussi des personnes qui viennent on a eu des personnes qui venaient de la promotion immobilière, qui d'un coup se disent: «Tiens, le paysage, en fait, c'est vachement bien». Donc ça, c'est aussi, à la fois, c'est une fierté et en plus, c'est des gens qui apportent quand même leur expérience, des questions de bilan, d'économie de projet, de portage de projet aux autres étudiants, et parfois une maturité, parce qu'ils sont en réorientation, ils ont déjà eu un parcours professionnel. Et on a eu aussi des personnes qui venaient d'histoire de l'art ou des choses comme ça. Donc ça, on est toujours très friands d'avoir des parcours, des cursus assez improbables parfois, mais qui donnent toujours de grandes richesses parce que, généralement, le paysage quand même touche à beaucoup, beaucoup de domaines. Si on a fait de l'économie auparavant, il y a toujours des questions économiques dans le paysage. Si on a fait de l'architecture, c'est évident. L'histoire de l'art, il y a forcément de la question artistique dans le paysage, voilà. Tout ça, c'est très riche pour l'école. Et pour finir sur cette question-là, est-ce qu'il y a des moments, plus intenses, des moments qui sont un peu plus, light, si on peut dire, dans la formation? Alors ça, c'est presque à toi que je devrais poser la question. Alors j'ose espérer que la première année et la deuxième année sont des années un peu plus de découverte, où on leur laisse un peu plus le temps. Pareil, le passage du bac au supérieur, c'est pas évident, hein, quand même. C'est, en termes d'autonomie, c'est un changement de monde. Après, on a certes 2 années qui sont assez, qui je pense sont les plus intenses. Ce sont la troisième année qui est diplômante et la quatrième année, parce que la quatrième année, c'est quand même des ateliers de projet en même temps que le mémoire. Donc il y a une charge de travail qui est assez énorme. Et après, la cinquième année est plus light en termes d'heures de cours en apparence, parce qu'il y a quand même le projet de fin d'études. Et ça, je pense que vous pouvez témoigner, c'est quand même un engagement de tous les jours, avec une autonomie, moins d'heures de cours, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, non? C'est ça? Ah bah, il y a un enjeu de s'autonomiser vraiment à 100 parce que finalement on est un Ouais. peu livrés à nous-mêmes, avec notre tuteur quand même, mais qu'on voit pas nécessairement tout le temps. Donc il y a c'est vraiment l'année où on se lance, dans le grand bain, avec quand même un bon gros filet de protection, malgré tout, mais ça peut faire un peu peur et je pense que c'est une expérience à vivre Oui. Alors qui est très bien, mais un peu intense. toi qui es arrivé en troisième année Mmh. d'une autre école de paysage, l'école Ouais, de Blois, de la nature et des paysages de Blois, c'est ça. quelle est l'année la plus intense entre la troisième, quatrième, cinquième année? Alors j'avais un peu de recul, donc la troisième année m'a pas paru si terrible que ça. Bon, Après sachant qu'il y a quand même un dossier à rendre à la fin de l'année, donc c'est une première petite expérience, où il faut quand même un peu travailler à ce moment-là. Heu, 4e année, l'année du mémoire, ça commence à être un peu tendu. 5e année, ça dépend des profils. Il y en a qui sont assez, à la cool, donc ça se passe assez tranquillement. Il y en a qui sont assez angoissés, donc ça peut être un vrai processus. Mais bon, finalement, ça se passe quand même plutôt bien quoi qu'il arrive et après on finit sur le stage. Ça permet de finir l'année en soufflant un petit peu, en ayant juste un petit rapport à faire, c'est quand même pas mal. Après, voilà, ça n'engage, que moi comme vision des choses, mais je pense que je serai rejointe par, pas mal de oui, je personnes pense, ouais. là-dedans. Ouais. On va parler, également de certains projets, notamment, la base 217. C'est quand même, quelque chose d'assez particulier à cette école-là. Donc c'est un projet qui se fait en 3e année. C'est un Mmh. site, qu'on se passe, de promotion en promotion, toujours en 3e année. Pourquoi cet ancrage sur le terrain est-il, important dans la pédagogie de l'ESSAGE selon toi? Comment cette expérience, elle peut transformer la perception qu'on peut avoir du métier? C'est quand même une expérience assez atypique finalement. Mmh. Alors c'est très juste parce que c'est vrai qu'une des particularités de l'école, c'est d'avoir aussi ce qu'on appelle, l'école hors les murs. C'est l'unité d'enseignement 4. Ça, c'est quelque chose qui a été développé dès le début de façon très intuitive avec, Hugo Deloncle, Gilles Clément et Marc Claramunt avec qui on a travaillé sur la maquette pédagogique. Et il y avait cette volonté de trouver des terrains d'expérimentation. Donc ça peut être avec, des différentes collectivités. Là, en l'occurrence, c'est la base 217 avec un aménageur qui s'appelle Cœur d'Essonne Agglomération. C'est une ancienne base militaire en déprise, qui va donner demain, place à un nouveau quartier. Il y a déjà une ferme, agroécologique, la ferme de l'Envol, qui est sur place, qui fait partie de Ferme d'Avenir, qui est aussi une entité proche de l'école. Et la chance, c'est qu'il y a, donc Nicolas Bonenfant et plus largement Coloco qui travaillent
sur cette base 217. Il y a Gilles Clément aussi qui a eu tout un regard sur cette base 217. Et ce terrain, vu que c'est des temps de mutation qui sont très longs, c'est à l'échelle d'une ville, on parle de plusieurs années, voire de dizaines d'années, il laisse l'opportunité aux étudiants de regarder la libre évolution d'une friche, de cartographier le vivant, de commencer à jardiner par soustraction, non par addition. Donc on vient enlever plutôt les végétaux spontanés qui apparaissent, et on vient un petit peu travailler avec eux, les sculpter presque. Il y a une petite particularité du coup sur ce site, c'est que on ne peut pas du tout creuser, dans le sens où comme c'est une ancienne base militaire, elle est potentiellement minée en profondeur, donc les premières couches ont été déminées, mais on ne peut absolument pas les creuser pour des raisons assez évidentes de sécurité. Et donc du coup, d'où le travail par la sculpture du vivant au final. Ouais. Oui, c'est un des lieux les plus bombardés hein, durant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai que on n'envoie pas nos étudiants quand même On se prend faire soin de nous. exploser, mais voilà, on fait très attention, et puis l'encadrement aussi de la part de Coloco sur la démarche, la co-conception, etc. est extrêmement intéressant. Est-ce que tu as une anecdote marquante au sujet de ce projet-là, ou d'un workshop éventuellement, quelque chose qui t'a fait rire ou qui t'a peut-être un peu alarmé sur le coup? Alors on a eu les premiers moments où on met en place l'atelier, c'est ce qui a été assez bizarre, c'est d'avoir le retour de certains étudiants qui étaient ravis, absolument ravis, et d'autres qui nous ont directement mis en avant le fait que c'était quand même, il faisait froid, c'était pénible, que c'était boueux, etc. Bienvenue, ça s'appelle le paysage en hiver, c'est comme ça. Et donc ça, c'était, il y a eu une espèce de, bon, c'est juste, on voit des profils différents parmi les étudiants. Et après, surtout, c'était ce qui était le plus enthousiasmant et le plus aussi choquant, c'est quand on a fait la visite pardon, avec Simon Diard aussi, qui est un des encadrants essentiels de ce projet, qui a participé aussi à la reprise de l'école, enfin la reprise, au nouveau projet de l'école. C'est de voir l'immensité de ce site, les anciennes activités, comment ça maintenant devenait un lieu, par exemple pour le cinéma, de décor, avec une ancienne grande piste de décollage qui était utilisée aussi pour des tournages de clips divers et variés. Voilà, de voir un lieu comme ça aussi immense, francilien, et de voir un petit peu la mécanique de transformation de cellules, de transformation de la vie, c'était quand même assez bluffant, et on est content que les étudiants y participent. Un autre point qui fait de l'essage scalé, c'est l'honneur à la représentation graphique et spatiale, avec une place quand même assez importante du dessin, notamment dans les premières années où il y a des cours qui y sont dédiés. Pourquoi ce choix? En quoi c'est important d'avoir cet enseignement-là? Alors parce que là maintenant on a beaucoup de représentations numériques, infographiques, etc. On n'aura jamais autant de liberté qu'à la main, ça c'est la base. On ne demande pas forcément aux étudiants de savoir très bien dessiner à l'issue de l'école, même si pour la plupart, vous savez tous très bien dessiner. Mais c'est plus de trouver une sorte de liberté à la main. Ce qu'on essaye de faire, et ça c'est Camille Boa qui est artiste plasticienne, et Sandrine Bonamy-Riedler aussi qui est artiste, qui travaille, c'est de dérouiller, débloquer la main, d'expliquer qu'en fait il n'y a pas de bon ou mauvais dessin, c'est surtout qu'est-ce qu'on veut exprimer à travers ça. Donc c'est un outil qui est intuitif, qui est rapide normalement, hein, on passe pas, quand on va sur chantier pardon, sur un site de projet, on peut être amené à faire des croquis très rapides de ce qui nous a marqué, donc ça c'est très important, ça complète la photographie. La photographie n'est pas seule, elle ne permet pas d'avoir l'entièreté de la capture un peu du génie du lieu. Donc c'est très, très important pour nous d'avoir ce côté dessin. On reste des études quand même artistiques, même s'il y a ce côté science du vivant, ça relie justement la science et l'art, c'est assez beau, je trouve, comme cursus, quoi. Et par rapport à l'arrivée des outils numériques qui sont, qu'on le déplore ou qu'on l'accepte, très utilisés dans le monde professionnel, Ouais. c'est comment ça se passe cette transition entre le dessin à la main, les outils numériques, quel est le lien aussi qu'on peut faire entre les 2? Parce que c'est pas forcément des antagonistes. Oui, alors ce qu'on essaie de défendre, c'est le fait que ça reste des médiums. Ce sont des outils, c'est
C'est pas l'ordinateur qui va vous faire à votre place le projet ou le rendu parfois oui, mais alors ça c'est dommageable. Ce qu'on évite absolument, c'est de former les étudiants, à faire des rendus stéréotypés. Ça, c'est vraiment non, non, non et c'est absolument interdit. Donc il y a par exemple des logiciels qui malheureusement permettent ça et qui font de la 3D, du rendering très vite. On se retrouve avec les mêmes textures et cetera. Tout le travail qui ont été faits par les 2 enseignantes dans les premières années, c'était justement développer votre sensibilité, votre singularité graphique, votre patte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même garder, même si on passe avec des outils différents. Donc l'infographie, enfin le CAO, DAO, ça reste un outil et on peut faire plein de choses avec. Comme l'IA va rester un outil qui peut parfois booster la créativité ou permettre de donner plus de place à la créativité, c'est tout l'enjeu. Donc en fait, notre réussite, c'est qu'on voit à chaque fois que les étudiants ont un univers de projet en diplôme, mais ils ont aussi chacun un univers graphique qui nourrit généralement leur projet. Faire une petite expérience. Donc, on va te passer quelques petits extraits qu'on a enregistrés lors des journées portes ouvertes de potentiels futurs étudiants qui ont exprimé leurs attentes et si tu peux un peu rebondir dessus. Ce que je dis beaucoup quand on me demande de m'intéresser à autre chose que de l'architecture, c'est que si je veux faire autre chose, ce serait des plantes, enfin, travailler à la botanique. Donc, si je viens ici, c'est surtout que la partie botanique m'intéresse. Alors, ce serait d'approfondir justement ma patte numérique, on va dire, et un peu aussi ma vision un peu du paysage, avoir une différente vision, d'autres visions, de voir un peu plus loin, d'avoir des choses un peu plus poussées. Et c'est ça que j'attends un peu de l'école. J'aime beaucoup l'histoire des arts et ensuite développer mon côté plus artistique dans la manière de dessiner, apprendre de nouvelles techniques, choses comme ça. Parce que quand je vois des dessins des premières années, enfin, les dessins exposés, je me dis c'est cool de pouvoir dessiner comme ça et c'est intéressant d'apprendre. C'est bien ces extraits là, c'est génial. En fait, ça montre de façon assez simple que personne ne rentre par la même, on va dire, par la même voie et n'arrive pas par le même chemin au paysage, quoi. Et c'est là où la diversité prend tout son sens lors de la rencontre de ces étudiants en première année ou dans les autres années. Et qu'il y en a qui sont plus impactés par l'aspect graphique, il y en a d'autres qui sont plus impactés par la botanique, le vivant, etc. Donc ça donne des profils qui n'ont rien à voir et qui se complètent assez bien par la suite. Eh ben, on va conclure maintenant. Donc, merci beaucoup Sacha d'avoir pris ce temps-là pour parler de l'évolution de l'ESSAGE, du rôle du paysagiste aujourd'hui, de toutes ces bonnes nouvelles aussi pour le futur de l'ESSAGE. Avec grand plaisir. Voilà, donc on remercie aussi les étudiants qui nous ont fourni ces petits extraits d'avoir bien voulu se prêter au jeu lors des dernières journées portes ouvertes. Donc voilà, donc encore une fois, ce podcast, c'est un lieu d'échange et de transmission, donc n'hésitez pas à réagir et à faire vos retours. Si jamais vous avez des suggestions de sujets, des envies d'intervention ou simplement envie d'échanger, n'hésitez pas à nous contacter via la newsletter ou nos réseaux sociaux. Vous avez également le mail cité plus tôt, donc amis de l'ESSAGE, au pluriel, amis tout attaché. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain épisode et à bientôt. Au revoir, merci beaucoup Marie.